Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois sur Décoder l'écho où je reçois de nouveau Christian Gérondeau pour son nouveau livre La suite du climat par les chiffres où cette fois-ci on va se poser une question complètement différente. Est-ce que toutes les lois, toutes les mesures et tout l'argent qui est dépensé depuis un certain nombre d'années pour sauver le climat sert à quelque chose? Pour répondre à cette question, on va évidemment repartir des chiffres. Avant d'en discuter, sur la dernière vidéo, vous avez été assez nombreux à réagir, ce qui est une bonne chose, hein, ça nous a permis d'ouvrir un peu le débat et donc un des arguments qui a été, proposé pour dire que Christian Gérondeau, évidemment, ne donnait pas la réalité des chiffres, c'est de dire: «Christian Gérondeau est en fait, payé actuellement par les lobbies de l'industrie automobile, est un défenseur de l'industrie automobile et des automobiles, actuellement». Alors bonjour Christian Gérondeau et merci de revenir pour cette seconde vidéo. Peut-être commençons par répondre à cette question. Christian Gérandeau, êtes-vous un défenseur inconditionnel de l'industrie automobile? Alors, c'est assez amusant parce que au début de ma carrière, ça remonte à très lointain, hein, mais au début de ma carrière, j'étais considéré comme l'ennemi de l'automobile par les firmes automobiles. Seuls les plus anciens se souviennent que j'ai fait introduire en France les limitations de vitesse à une époque où tous les constructeurs automobiles étaient farouchement opposés aux limitations de vitesse. C'était l'époque où on m'appelait monsieur sécurité routière. J'étais responsable de la sécurité routière en France et ensuite d'ailleurs en Europe. Et j'ai fait introduire à peu près partout des limitations de vitesse. Or, à l'époque, les constructeurs automobiles y étaient opposés. Bon, maintenant, ils ont changé d'avis. Donc, j'ai jamais été payé par les constructeurs automobiles, et en tout cas pas du tout maintenant. Je le regrette d'ailleurs, ce serait sympathique, mais c'est une légende qui n'a aucun fondement. Bah, merci Christian Gérondeau. D'ailleurs, dans votre livre, vous dénoncez quelque chose qui est assez intéressant, hein, que j'ai déjà entendu, et d'ailleurs que dont tout le monde peut se rendre compte, c'est que même les constructeurs automobiles aujourd'hui ont pris le pli de se faire les avocats de la défense, voilà, de l'urgence climatique et que eux-mêmes devaient s'y mettre. Et quand on regarde juste les publicités qu'il y a partout dans la rue, on voit quasiment plus que des publicités pour des voitures électriques, alors qu'ils n'en vendent pas, hein, ou extrêmement peu. Et donc les constructeurs automobiles ne se sont pas mis, on va dire, en opposant, de l'histoire de l'urgence climatique, mais au contraire en font la promotion tous les jours. Alors ça, c'est tout à fait central, ce que vous venez de dire, parce que ça rejoint un problème qui dépasse les constructeurs automobiles, qui dépasse d'ailleurs la France et même l'Europe, qui est celui de la malversation, je dirais, de la forfaiture qui a lieu depuis 30 ans. Et pour bien me faire comprendre, je vais vous lire quelque chose que les organismes internationaux, notamment un organisme qui s'appelle le GIEC, répète depuis 30 ans. Et il l'a répété encore sous la présidence d'une Française qui s'appelle Valérie Masson-Delmotte il y a simplement quelques mois. Je vous lis la phrase. La suppression totale des émissions anthropiques de CO2 est une nécessité pour stabiliser la hausse de la température terrestre due aux activités humaines. Je répète bien, la suppression totale des émissions anthropiques de CO2 est une nécessité. Quand vous lisez cette phrase, qu'est-ce que tout le monde comprend? Bah, tout le monde comprend que c'est possible. Parce que puisqu'on vous dit que c'est une nécessité, bien entendu, des organismes comme les Nations Unies, comme le GIEC, ne vont pas vous dire qu'il est nécessaire de faire quelque chose qui n'est pas possible. Or, ce n'est pas possible. Vous savez, c'est un sophisme. Un sophisme, c'est quelque chose, c'est un raisonnement qui a l'apparence de la logique, mais qui est absurde. Parce qu'en réalité, on ne peut pas les supprimer, ces émissions de CO2. Eh bien, la force du sophisme est telle que toute la planète, depuis 30 ans, répète la même chose. C'est nécessaire de supprimer les émissions de CO2. C'est peut-être nécessaire, mais c'est pas possible. Donc, c'est un mensonge. Ceux qui écrivent ces phrases savent très bien que c'est pas possible. Et pourquoi font-ils ça? Alors, pourquoi est-ce que c'est pas possible? Bah, c'est très simple à comprendre. La seule partie du monde qui veut agir et qui peut peut-être le faire, c'est l'Europe. L'Europe a comme objectif officiel de supprimer en 2050 ses émissions de CO2. C'est ce que demande le GIEC, c'est ce que demandent les Nations Unies.
L'Europe peut peut-être le faire. Je dis peut-être parce qu'en réalité c'est non, mais admettons que l'Europe le fasse. Mais l'Europe, c'est quoi? C'est 8% des émissions mondiales. Et les 92% qui viennent pas d'Europe viennent de pays qui ne feront rien. Alors, c'est d'abord le cas, par exemple, de l'Amérique du Nord. Est-ce que vous croyez que les États-Unis vont arrêter d'exploiter leur gaz de schiste? Vous pouvez toujours leur demander. Bien entendu, ils exploiteront toujours le pétrole et le gaz de schiste. Actuellement, le premier exportateur mondial de pétrole, c'est pas du tout l'Arabie saoudite, c'est les États-Unis. Donc, ils continueront, tant qu'il y en aura, à exploiter leurs gisements et ils se moquent éperdument des demandes des Nations Unies qui leur disent, je répète, la suppression totale des émissions est une nécessité. Ben, les États-Unis disent oui, peut-être pour les autres, mais pas pour nous. Et puis, il n'y a pas que les États-Unis. En réalité, aujourd'hui, le problème n'est plus entre les mains des pays développés. Aujourd'hui, les 2 tiers des émissions mondiales de CO2 proviennent des pays en voie de développement. Et les pays en voie de développement ont un besoin absolu de cette énergie, des énergies fossiles, pour sortir leur population de la pauvreté. Vous savez, en Inde, il y a 300 millions d'Indiens qui n'ont pratiquement pas d'électricité et il y a 1 million de jeunes, d'enfants et de jeunes qui meurent chaque année parce qu'ils sont dans une extrême pauvreté. Et ils ne seraient pas morts s'ils étaient nés dans un pays développé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les émissions de CO2 en provenance des pays en voie de développement vont augmenter. C'est d'ailleurs eux qui le disent. Et c'est aussi un organisme qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie qui recense les prévisions d'émissions transmises officiellement par les 200 pays de la planète. Et quand on fait le total, on voit quoi? Eh bien, on voit, là vous avez un graphique qui montre les années 2019 d'une part et l'année 2040 d'autre part, et vous voyez qu'entre ces deux graphiques, au cours de ces 21 ans qui nous séparent ou qui nous séparaient de 2040, les émissions vont rester constantes parce que la diminution qui proviendra peut-être des efforts des pays développés, en tout cas de l'Europe, est compensée par l'augmentation qui va avoir lieu des émissions des pays en voie de développement. Et par exemple, l'Inde, dont je parlais tout à l'heure, vient de décider d'ouvrir 108 mines de charbon nouvelles. Et sur ces mines de charbon, vous aurez des centrales thermiques qui fabriqueront de l'électricité dont ils ont un besoin vital. Et vous ne ferez pas changer d'avis de l'Inde, monsieur Morandra Modi, qui est le Premier ministre de l'Inde, ne changera pas d'avis. Donc, en réalité, je relis la phrase qui nous gouverne depuis 30 ans. La suppression totale des émissions anthropiques de CO2 est une nécessité. Mais les gens qui ont écrit ça sont des menteurs. Ils savent très bien que c'est peut-être une nécessité, mais que ce n'est pas possible. Donc, il faut prendre le problème dans l'autre sens. Il faut se dire, on ne diminuera pas les émissions de CO2. C'est impossible à cause des pays en voie de développement. Vous savez, un autre exemple, le Sénégal vient de découvrir du pétrole et il va commencer à exploiter ce pétrole à la fin de l'année. Vous pensez que vous allez convaincre le Sénégal, qui est un pays très pauvre, de ne pas exploiter ce pétrole? Ben, vous pouvez toujours lui demander, mais ça n'ira pas très loin. Donc, les pays en voie de développement vont augmenter leurs émissions. On n'y peut rien et ils ont raison de leur point de vue, et je pense qu'ils ont raison tout court, parce que leurs populations sont des populations extrêmement pauvres et que leurs enfants meurent. Chaque année, 6 millions d'enfants meurent prématurément dans les pays pauvres. Donc voilà, si vous voulez, la manière dont il faudrait prendre le problème. Constater que les émissions ne vont pas diminuer, et puis ce que j'ai dit, ce qui résulte des prévisions officielles jusqu'en 2040, vous pouvez le prolonger jusqu'en 2050 et même au-delà. On n'arrête pas de découvrir du pétrole et du gaz. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette prise en compte de la réalité doit nous amener à poser le problème autrement. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un sophisme. On dit on va à la catastrophe à cause des émissions de CO2, il faut réduire les émissions de CO2. La bonne manière de prendre le problème, de manière réelle, c'est de dire on ne peut pas diminuer les émissions de CO2
Mais alors, est-ce que c'est vraiment sûr qu'on va à la catastrophe? À ce moment-là, on ouvre le débat qui est fermé depuis 30 ans, puisque depuis 30 ans, le congrès de Rio, pour être précis, à Rio de Janeiro, on nous dit le monde va à la catastrophe. Et à ce moment-là, le débat est fermé. Donc vous voyez, la manière dont il faut prendre le dossier, c'est absolument l'inverse de la manière dont on le prend depuis 30 ans, c'est de se dire, repartons de la réalité. La réalité, c'est que les émissions ne vont pas diminuer. Posons-nous la question de savoir si c'est une catastrophe. Alors, la réponse, non, ce n'est pas une catastrophe. D'ailleurs, même les chiffres officiels du GIEC montrent, si c'est exact, si leurs prévisions sont exactes, si leurs conclusions sont exactes, montrent que la température monterait de 1 degré en 2100 par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Bah, elle est déjà montée de un peu plus d'un degré depuis le 19e siècle. Ben, on s'en porte très bien. Donc, non, il n'y aura pas de catastrophe. Mais vous voyez, le dévoiement, et je dirais la forfaiture de ceux qui écrivent des phrases en sachant très bien, ou alors ils ne connaissent pas le dossier, que ce qu'ils écrivent est une impossibilité. Et la force de ce sophisme qui conduit à penser qu'on peut réduire les émissions est telle que même les constructeurs automobiles, même les industries du pétrole sont tombés dans le panneau et ont été victimes d'un sophisme. Et vous savez, le sophisme, la définition, c'est à partir de prémices qui paraissent exactes, tirer des conclusions absurdes, mais très difficiles à réfuter. C'est la force du sophisme, c'est que c'est l'apparence de la logique. L'apparence de la logique, c'est le CO2 qui bousille, non pas qui bousille, mais qui bouleverse le climat. Attaquons-nous aux émissions de CO2 et on réglera le problème. Ben, ça s'appelle un sophisme et c'est cette manière de voir, il n'y a pas d'autre explication. Il y a, quand les chefs d'État du monde entier se réunissent, ils sont victimes du même sophisme, puisqu'ils n'arrêtent pas de répéter il faut réduire les émissions, alors qu'en réalité, elles vont augmenter. D'ailleurs, à ce sujet, sur le fait qu'elles vont continuer à augmenter, bon, toute ma vie, j'ai entendu que les énergies fossiles, on en aurait terminé très bientôt et qu'elles seraient épuisées. Et quand je discute avec des anciens, des gens qui ont travaillé dans l'industrie pétrolière, pardon, ou bien dans l'industrie automobile, ils nous disent, bah, déjà, il y a, 50 ans, on nous disait qu'il y aurait, plus de pétrole d'ici 30 ans, et puis tout le monde se rigolait en disant: «Dans 30 ans, ils diront que c'est dans 30 ans ou dans 40 ans», et ça repousse à chaque fois. Et en effet, voilà, à chaque fois, on nous dit que c'est épuisé et la catastrophe est pour demain. C'est un sketch, il me semble, de Raymond DeVos, hein: «Si la catastrophe est pour demain, mais une fois qu'on est demain, c'est encore pour demain», enfin bref. Et donc aujourd'hui, voilà, on nous répète la même chose et on voit bien que les réserves prouvées de pétrole ou de gaz ne font qu'augmenter. Ce qui veut dire qu'encore pendant encore très longtemps, évidemment, les émissions de CO2 dues à l'utilisation de ces énergies, comme vous le dites, ne vont pas s'arrêter, ne vont pas diminuer, non vont faire qu'augmenter au fur et à mesure que les besoins des populations, ben, seront, on va dire, seront à, qu'on leur donnera de l'énergie qu'il faut à l'aide, de ces énergies-là. Donc voilà, c'est en effet un des sophismes supplémentaires, j'ai envie de dire, qui a toujours été d'annoncer la fin de l'utilisation de ces énergies-là parce qu'elles allaient manquer, alors que finalement, il y en a toujours plus. Exactement, c'est d'ailleurs très, très étonnant, mais c'est très paradoxal parce que on extrait de plus en plus de pétrole chaque année du sous-sol, et malgré ça, les réserves prouvées continuent à augmenter. C'est-à-dire qu'on en trouve plus chaque année que ce qu'on en extrait. Je pense que c'est quelque chose, alors ça n'engage personne à rien, mais qui va durer au cours du siècle actuel. Et puis, la plus grande probabilité, c'est qu'au cours du 22e siècle, bon, ben, on commence à épuiser vraiment les réserves. Mais enfin, ni vous ni moi ne serons là, et il faut s'en réjouir, parce que ça veut dire que tout au long du 21e siècle, nous disposerons d'énergie extraordinairement bon marché, parce que c'est ça qui est prodigieux, c'est que les énergies fossiles, ce qui explique leur succès, c'est que leur efficacité en fonction de leur coût d'extraction est exceptionnel. Et c'est pour ça que les énergies fossiles aujourd'hui fournissent 80% de l'énergie de la planète consommée par l'humanité, et que ce pourcentage ne diminue absolument pas année après année. Donc, nous demander, comme le fait le GIEC, de renoncer aux énergies fossiles, c'est absurde, ça n'a aucun sens. Ce serait
Si vous voulez, si vous voulez diminuer par 2 les volumes du CO2, il n'y a qu'une seule méthode. Il faut tuer 4 milliards d'habitants de la planète sur 8 milliards, si vous voulez avoir 2 fois moins d'émissions. Donc, non, soyons raisonnables. Heureusement, nous avons les énergies fossiles. Le CO2 n'est absolument pas dangereux. Encore une fois, même si on suit les modèles du GIEC, la température monterait de 1 degré. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y avait pas de CO2, il n'y aurait pas l'émission à laquelle nous participons, parce que la Terre ressemblerait à la planète Mars et à la Lune. Le CO2, c'est indispensable à la vie. Et au lieu d'être un élément négatif, c'est un élément en réalité extrêmement positif. C'est grâce aux énergies fossiles et au CO2 qu'elles émettent que nous avons le niveau de vie que nous avons et que d'autres pays sont en train de suivre la même voie. Vous savez, il y a 30 ans, les Chinois circulaient à bicyclette avec un costume Mao, un costume bleu, qui était le même pour tout le monde. Et aujourd'hui, il y a les 3 quarts des Chinois ont des voitures chez eux. Ils voyagent, ou ils viennent d'ailleurs de temps en temps en France, où ils achètent des sacs Hermès. Donc, vous avez une sortie de la pauvreté et de la mortalité. L'espérance de vie en Chine a pratiquement rejoint l'espérance de vie de la France. Donc, tout ça est extraordinairement bénéfique au lieu d'être maléfique. Ça m'a surpris, mais quelqu'un qui dit que les 2 courbes que vous présentez, le premier avec l'optimum médiéval ne concernait que l'hémisphère nord, alors que le deuxième graphique du GIEC avec ce qu'on appelle la forme en crosse de hockey, lui, concernait toute la planète et donc ils n'étaient pas comparables toutes les deux. Vous avez une information là-dessus? Ben, l'information est très simple, c'est qu'on n'a aucun enregistrement historique de ce qui se passait dans l'hémisphère sud. Donc évidemment, la seule courbe qu'on pouvait montrer résultait notamment des travaux des historiens qui ont, ont su ce qui se passait dans l'hémisphère nord et pas dans l'hémisphère sud. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on ne puisse pas comparer les deux, parce que ce serait quand même extrêmement étonnant que l'hémisphère sud ait connu une évolution complètement différente de celle de l'hémisphère nord. Oui, c'est ça. Et puis, du coup, pensez, si la courbe est plate, ça veut dire qu'en hémisphère sud, on imagine qu'il y a la température exactement inverse, on va dire, par rapport à la moyenne de Mais, l'autre côté. Enfin, voilà mais quoi. bien entendu, bien entendu. Et en réalité, les évolutions sont similaires. C'est un argument qui ne tient pas, mais qui s'explique par le fait que les seules histoires que l'on connaisse, c'est celle d'hémisphère nord. D'ailleurs, la majeure partie de la population humaine habite dans l'hémisphère nord et pas dans l'hémisphère sud. Le graphique suivant que vous nous proposez, c'est sûr, c'est un graphique assez intéressant puisqu'il nous montre l'évolution passée et future de la consommation nationale d'électricité. Alors déjà, peut-être une petite précision, c'est que l'électricité est une des énergies, disponibles, et qu'on fait semblant de croire que c'est la seule à chaque fois qu'il y a des grands plans ou qu'on présente, voilà, la consommation d'électricité partout. Ça n'est que il y a le bouquin, notamment de Samuel Furfari qui est très intéressant à lire dessus pour remettre l'électricité à sa place, hein, dans l'ensemble des énergies utilisées et qu'il y a pas que l'électricité, même si aujourd'hui on fait un focus là-dessus. Et sur votre graphique, on voit, voilà, l'évolution passée, hein, de l'électricité et puis ensuite, il faut une projection dans l'avenir, pour savoir ce que c'est censé donner en prévision on va dire, de consommation d'électricité et on prévoit une explosion de la consommation d'électricité alors que ça fait un certain nombre d'années que ça stagne, voire que ça baisse. Oui, ben, ça, c'est une des conséquences de ce dont nous avons parlé. À partir du moment où il ne faut plus utiliser les énergies fossiles, ce qui est la doctrine officielle, eh bien, la consommation d'électricité, elle, va beaucoup augmenter. Et c'est exactement l'inverse qui se passe. Alors, vous voyez, c'est quand même très frappant. D'abord parce que la plupart des gens imaginent que la consommation d'électricité augmente. Non, ça fait une douzaine d'années qu'elle diminue en France et en Europe. Et pourquoi? Bah, écoutez, on nous demande de faire des économies d'énergie. On remplace les ampoules anciennes par des ampoules LED qui consomment 10 fois moins. Et puis là, j'ai entendu hier que la SNCF allait avoir de nouvelles rames de TGV qui allaient consommer 32% d'électricité de moins que les rames anciennes. Donc partout, on fait des progrès. Bah, comme on fait des progrès partout, la consommation au total diminue.
Et si on la prolonge, ce qui est le pointillé du bas, on voit qu'on arrive à un certain niveau en l'an, je crois que c'est l'an 2050. Mais quelles sont les prévisions officielles? Elles sont en haut, puisque les prévisions officielles, c'est que on va plus, les voitures seront toutes électriques, donc on consommera plus d'essence. Les usines vont se mettre elles aussi à remplacer leurs moteurs diesel ou peu importe, et puis les agriculteurs aussi, par des voitures ou des engins électriques. Et c'est du rêve absolu. Eh bien, le rêve, il nous coûte très cher. Parce que c'est en fonction de ce rêve et des prévisions que vous voyez en haut à droite, c'est-à-dire le double de la réalité. Là, on n'est pas dans le détail, hein, le double de la réalité, qu'on investit des dizaines de milliards d'euros, par exemple, dans des éoliennes qui ne servent rigoureusement à rien. On n'en a aucun besoin, puisque nous sommes régulièrement le premier exportateur mondial d'électricité, premier exportateur mondial, les Français ne le savent pas, et que notre consommation diminue. Donc, de l'électricité à exporter, on va en avoir de plus en plus. Alors, pourquoi se doter d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques qui coûtent horriblement cher et dont nous n'avons aucun besoin? Si vous pouviez montrer le graphique suivant, je vais vous montrer, voilà. Alors, vous voyez sur ce graphique l'évolution des tarifs de l'électricité. Ce qui est dans la courbe sur la partie gauche, elle est en noir. Vous voyez que tout d'abord, c'est intéressant, il y avait une tendance à la décroissance des tarifs de l'électricité. On voit bien ça au début de la courbe à gauche. Jusqu'au jour où on s'est mis à faire des éoliennes. Puisque comme on n'a aucun besoin de ces éoliennes, il faut bien que quelqu'un les paye. Donc les tarifs se sont mis à augmenter. Et puis ils ont augmenté brutalement il y a 2 ans, quand il y a eu la grande crise de l'énergie, avec l'alignement sur les prix du gaz. Alors vous voyez le point où on en est maintenant. Alors quelle va être l'évolution future? Ben, il y a 2 hypothèses. Il y a l'hypothèse officielle, on continue à faire des éoliennes, on continue d'ailleurs, je le dis aussi, à faire des réacteurs. Nous n'avons pas besoin, nous avons 56 réacteurs qu'on peut prolonger indéfiniment et qui marchent très bien. Eh bien, si on fait ces investissements inutiles, les tarifs, ils vont doubler. Ils vont suivre la courbe du haut, c'est automatique. Si au contraire, on arrête ces investissements dont nous n'avons pas besoin, pas besoin d'éoliennes, on n'a pas besoin de panneaux photovoltaïques, on n'a même pas besoin de nouveaux réacteurs, les tarifs vont être divisés par 2 d'ici 2050. Donc, vous voyez que le résultat n'est pas neutre. Dans une hypothèse, on va doubler nos tarifs. C'est malheureusement l'hypothèse sur laquelle on est. Si on était raisonnable et qu'on arrête les investissements dont on n'a aucun besoin, les tarifs pourraient revenir à leur niveau ancien, c'est-à-dire être divisés par 2. Oui, tout à fait. Alors, vous rejoignez là-dessus Samuel Furfari, hein, sur la question de l'énergie et avec notamment le fait que la majeure partie de la production française d'électricité est du fait des centrales nucléaires qui, elles, ne sont absolument pas compatibles avec la production intermittente des énergies dites renouvelables. Contrairement à d'autres, pays, c'est parce que l'énergie nucléaire, elle, fonctionne, on va dire, en continu et produit une grosse masse d'électricité en continu, qui explique pourquoi, quand on n'a pas besoin d'ailleurs, on peut la vendre. Alors que l'énergie, dite renouvelable est parfaitement intermittente, dépend du soleil pour le photovoltaïque, hein, donc bah, c'est déjà seulement la moitié de la journée. Et puis quand il fait beau et puis la deuxième chose, les éoliennes qui dépendent du vent et le vent d'ailleurs, a lieu lorsqu'il fait pas trop chaud et qu'il fait pas trop froid, c'est-à-dire qu'il y a pas d'anticyclone. Donc l'été, c'est quand il y a pas de canicule qu'on a du vent et l'hiver, c'est quand on n'a pas des grands froids qu'on a du vent aussi. Il faut pas qu'il y ait trop de vent non plus. Ce qui fait Ouais, que des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui ont lourdement investi sur, l'éolien pendant des années, pour compenser, l'éolien quand il ne marche pas, bah, font des centrales à charbon de façon à pouvoir cramer du charbon et qui est une énergie qu'on peut réguler de manière extrêmement rapidement, de façon à combler les creux qui sont d'ailleurs, assez nombreux. Et donc finalement, nous, c'est un des constats aussi de ce Samuel Furfari que vous faites, c'est que, bah, tout la manière dont nous on fait de l'électricité en France n'est absolument pas compatible avec cette énergie intermittente. exactement. Mais j'explique dans mon livre, je donne une explication, ou plutôt une illustration qui me laisse toujours encore pantois. Euh, c'est très simple. Il y a des jours où il n'y a pas de vent. Donc les éoliennes ne produisent rien. Les jours d'anticyclone. Alors supposons que le mardi, il n'y a pas de vent. Est-ce qu'on va manquer d'électricité? La réponse est non, puisque nous avons 56 réacteurs nucléaires
et que nous sommes, encore une fois, régulièrement exportateurs. Nous sommes très largement équipés grâce à nos prédécesseurs, qui étaient des génies, qui ont créé ces réacteurs nucléaires. Donc le mardi, on ne manque pas de vent, on ne manque pas d'électricité, même s'il n'y a pas de vent. Le mercredi, le vent souffle. Alors là, la question que je pose à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire de l'électricité produite par les éoliennes le mercredi quand il y a du vent, puisqu'on n'en a pas besoin le mardi et qu'on ne peut pas stocker l'électricité? Alors, j'ai très peu de gens qui connaissent la réponse. Et parce qu'a priori, ben oui, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, il y a deux cas. Il y a le cas où les pays voisins ont besoin d'électricité. Alors, on exporte, enfin, on n'exporte pas. On brade cette électricité que nous avons en trop aux pays voisins. Je dis on brade parce qu'on on récolte à peu près le quart de ce qu'on paye aux fournisseurs qui sont chez nous et qui ont fait les éoliennes. Donc, c'est bradé. Bon, on donne, à peu près, on le donne. Mais il y a pire, parce qu'il y a des jours où les pays voisins ont aussi du vent et n'ont pas besoin d'électricité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de l'électricité produite par les éoliennes, qui est prioritaire, puisque on n'en a pas besoin et que les autres pays n'en veulent pas? Alors là, il faut être assis pour connaître la réponse, tellement elle est stupéfiante. Mais vous savez ce qu'on fait? On freine nos réacteurs nucléaires. Je laisse les auditeurs réfléchir au comble de l'absurdité. Et ce n'est pas une invention. Et puis, comme on est en train de doubler notre parc d'éoliennes, ce sont des prévisions officielles et dictées par le président de la République, qui a répété ce qu'on lui disait, eh bien, on en aura de plus en plus et de plus en plus. Il faudra freiner nos réacteurs pour accepter une électricité prioritaire produite par les éoliennes ou par les panneaux photovoltaïques dont nous n'avons aucun besoin. Alors, on est là, je ne sais pas très bien si vous employez le terme d'absurde, il y aura probablement d'autres termes qui décriraient mieux la situation. Christian Gérondeau, merci. On arrive au bout de cet entretien. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre clarté d'être venu une deuxième fois sur la chaîne Décoder l'écho. Sur cette chaîne, on a parlé d'autres gabegies, et d'autres financements et d'autres périodes, on va dire, de grande peur où il y avait un ennemi qu'il fallait combattre sans rien regarder d'autre et on a fait des dépenses absolument colossales. On a beaucoup parlé de la période du Covid-19. Mais il y a d'autres sujets où les gens acceptent d'avoir compris qu'on fait peur aux gens et qu'on dépense des milliards pour absolument rien, milliards qui finissent dans la poche de quelques intérêts particuliers. Et donc, c'est intéressant de noter que pour cette question du climat et du CO2, ce sont les mêmes acteurs, avec encore une fois des sommes colossales, utilisant et qui susurrent à l'oreille des politiques pour aller dans des mêmes directions. Et donc, il est quand même intéressant d'ouvrir un peu l'esprit. Et c'est pas parce que cette fois-ci c'est le climat, alors qu'avant c'était la santé ou autre chose, qu'il faut se laisser berner par de la bien-pensance où on nous dit mais c'est pour sauver les autres, la planète, etc., qu'il faut aller dans cet ordre-là. Encore une fois, chaque sujet mérite, comme vous faites Christian Géraudot, de s'intéresser aux chiffres de manière calme, sans se laisser déborder par la peur. Et puis voilà, pour essayer d'avoir un certain raisonnement, de faire, de raisonner nous-mêmes et non pas de raisonner au sens, comme des tambours qui répéteraient la même chose, quoi. Donc voilà, je pense on en est là aujourd'hui et que quel que soit le sujet, ça mérite de se calmer, d'ouvrir le débat et puis, on va dire de partir du raisonnable, des chiffres que nous avons pour tenter de réfléchir sans se laisser influencer par la peur. Merci beaucoup encore une fois Christian Gérondeau pour votre livre. Je rappelle votre livre, Climat, tout ça pour rien, le rapport Gérondeau, c'est aux éditions L'Artilleur et ça vient de sortir. Merci beaucoup Christian. Au revoir, merci.